Donc on va terminer cette séance avec un exemple d'une étude empirique. Et donc cet exemple, ça va être une étude sur les déterminants du défaut des banques, de la faillite bancaire. Donc pourquoi cette étude? En fait, c'est un article que j'ai écrit avec un co-auteur. C'est pas pour vous faire la promotion de mes travaux, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est une étude que je connais, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et c'était aussi pour prendre un sujet qui soit pas, qui soit moins macroéconomique que ce que vous avez l'habitude de faire, prendre un truc un peu financier, voilà, qui peut parler un peu à tout le monde. C'est le défaut des banques, donc voilà. L'article sera disponible sur la Dropbox, hein, c'est en anglais, il n'y a pas d'obligation de le lire ni rien. Voilà, l'idée là vraiment, c'est de vous montrer comment on structure une étude économétrique, euh, comment on cite les auteurs, etc. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, quoi. Donc là, le sujet, et c'était le sujet de ma thèse, en fait, c'était d'évaluer l'efficacité de la réglementation prudentielle bancaire. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la réglementation prudentielle? En gros, c'est les règles qu'on a mis en place à la suite de crises. Des règles, on impose des règles aux banques pour essayer de prévenir l'éventualité de nouvelles crises. Ok. Et donc, on va se poser la question, en fait, notamment après la crise de 2008, est-ce que il y a tout un tas de règles qui ont été mises en place. On se pose la question de savoir si ces règles sont efficaces ou pas. Et notamment, l'objectif de ces règles, bah, ça va être de renforcer la solidité des banques. Et donc, on va se poser la question de savoir si ces règles qu'on impose aux banques, elles permettent de diminuer la probabilité de défaut des banques. Si les règles qu'on impose aux banques permettent de diminuer la probabilité de défaut des banques, on va pouvoir conclure dans une certaine mesure à l'efficacité de cette réglementation bancaire. Ok. Donc concrètement, en quoi ça va consister? Bon, on va récupérer des données, après avoir étudié la littérature, etc., hein, on va récupérer des données sur les ratios réglementaires des banques. Donc, dans le cadre de cet article spécifiquement, on s'intéresse euh, au niveau de fonds propres des banques, détenus par les banques, sur le total des actifs. On va également récupérer d'autres variables du bilan des banques. Donc ça, dans l'idée, c'est pour éviter le biais de variable omise, donc c'est pour avoir un maximum de déterminants de la solidité et donc de la probabilité de défaut des banques. Ok. On va récupérer tout ça, donc par exemple l'endettement, liquidité, etc. On va également récupérer la liste des banques qui ont fait défaut sur la période qui nous intéresse, donc c'est 2000-2018, je crois, c'est pas 2019. Et ensuite, avec des modèles qui sont adaptés à la problématique qu'on s'est posée, on va regarder si les variables de réglementation, comparées du coup avec les autres variables du bilan, hein, est-ce que ces variables de réglementation permettent déjà de déterminer si une banque elle fait à faire défaut ou pas? Si oui, bah, ça veut dire que ces variables-là ont un rôle à jouer dans le défaut des banques. Et ensuite, on va regarder si il y a bien une relation négative entre le niveau de fonds propres et la probabilité de défaut. Si la relation est négative, bah donc ça veut dire que plus une banque a de fonds propres, moins grande est sa probabilité de défaut. D'accord? Et donc, quel type de conclusion on va pouvoir dresser à l'issue de cette étude? Bah donc, si le modèle est approprié, si le modèle est de bonne qualité, donc par exemple avec un R2 élevé, ok. Si les variables de réglementation est fortement déterminante de la probabilité de défaut tout en ayant un impact négatif sur la probabilité de défaut, alors on va pouvoir dire que, avec les données qu'on a retenues, la variable de réglementation est efficace. D'accord? Donc après, on peut faire ce qu'on appelle des recommandations de politique publique. On va pouvoir dire, à partir de tel niveau de fonds propres, la probabilité de défaut des banques diminue, etc. etc. À l'inverse, si les variables qu'on a retenues sont pas efficaces, c'est-à-dire que si elles sont pas significatives ou alors elles sont positivement liées, on va pouvoir dire, bah là, la réglementation qu'on a mis en place aujourd'hui, elle a plutôt tendance à augmenter la probabilité de défaut pour tout un tas de raisons, hein. Ça peut être parce que ça les contraint dans leur rentabilité ou des choses comme ça. Bah, si c'est le cas, on va pouvoir là aussi faire des recommandations en termes de politique publique. On va pouvoir dire cette variable-là n'est pas efficace d'un point de vue de la réglementation bancaire, et donc il faut peut-être penser à d'autres variables pour, euh, pour jouer sur la solidité des banques.
Alors les contraintes en termes économiques dans ce sujet, ça va être déjà de savoir quels sont les arguments économiques qui justifient qu'on regarde le lien entre les variables de réglementation et la probabilité de défaut. Là, il faut regarder sur un point économique, c'est quoi le mécanisme. Donc là, c'est de la compta, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais quel est le mécanisme comptable, bilanciel, qui fait que quand une banque a des fonds propres, sa probabilité de défaut diminue. Okay, quel est le mécanisme économique qui joue de manière sous-jacente. Ça, d'une part. D'autre part, il va falloir regarder quelles sont, dans la littérature économique sur le défaut des banques, quelles sont les variables qui ont été identifiées comme des déterminants de la probabilité de défaut. L'idée, ça va être de comparer la force de la variable d'intérêt qui est ici les fonds propres. Il va falloir comparer cette variable-là avec les autres variables qui sont identifiées par la littérature. Okay. Et enfin, on a des contraintes méthodologiques ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici non plus, mais on se retrouve dans un cas de données déséquilibrées, une asymétrie dans la base de données, au sens où le nombre de banques qui ont fait défaut est bien évidemment fortement inférieur au nombre de banques qui n'ont pas fait défaut, dans le cas de ce qu'on appelle les événements rares. Et là, pour vous donner une idée, on a 500 observations de défaut pour les États-Unis contre 80 000 observations. D'accord. Donc là, ça fait du 0,1%, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est très déséquilibré. Donc ça va poser des problèmes méthodologiques. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Okay, et donc ça va orienter notre modèle en fait. Hein. Tout ça, ça prépare le terrain de l'analyse économétrique qu'il va y avoir derrière. Et ensuite, un autre, c'est pas une problématique, hein, mais quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la modélisation qu'on va choisir, c'est le fait qu'on soit dans une problématique de type classification, c'est-à-dire qu'on va avoir une variable dépendante, le fait de faire défaut, la variable dépendante c'est 0 quand la banque ne fait pas défaut et ça va être 1 quand elle fait défaut. Donc la variable dépendante, la variable expliquée ici, elle vaut 0 ou 1. Okay, donc c'est pas une variable continue comme le taux de chômage dans le cadre de la loi de Code. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'on va distinguer deux classes de modèles en général. Il va y avoir les modèles de type classification et les modèles de type régression. Régression, c'est par exemple les MCO. Classification, c'est par exemple les modèles Logit. Ok. Ça, je pense que vous avez déjà vu ça dans d'autres cours d'économétrie. Mais voilà, donc là, on est dans une méthodologie de type classification. Ok, donc sachant tout ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'article. Donc là, c'est la page de garde dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La page de garde, le plus sobre possible. Donc on a le titre, on a les auteurs, on a la date, on a le résumé, l'abstract, okay, dans lequel on résume les principales informations qu'il y a à connaître sur l'article. Okay, donc dedans, on va retrouver la problématique, on va retrouver la méthodologie, les données sur lesquelles on se base et les principales conclusions. Éventuellement, les conclusions qu'on en tire. Les principaux résultats et éventuellement les conclusions qu'on en tire. Okay, donc tout ça, vous n'avez pas à le faire. Mettez juste la matière et le nom de vos enseignants. Éventuellement le logo de la fac. C'est pas obligatoire. Ok, restez le plus sobre possible. Si jamais vous voulez mettre un truc en arrière-plan, vous pouvez. Encore une fois, vous ne mettez surtout pas quelque chose qui ressemble à ça. Okay, quand bien même vous vous intéressez à une thématique purement financière. Donc ça, c'est la page de garde. Ensuite, donc vous avez l'introduction. Donc là, dans un premier paragraphe, on fait une remise en contexte, ce qu'on appelle généralement l'amorce. Vous pouvez ou pas citer un auteur. Donc là, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que quand on cite un auteur, on met le nom de l'auteur ou des auteurs, entre parenthèses, la date du papier, de l'article auquel on fait référence. Si jamais je fais appel à l'argument de ce monsieur-là, Altman, je vais dire, selon ce que dit Altman, on va pouvoir identifier qu'il existe telle relation, on va pouvoir identifier qu'il existe tel mécanisme, etc. Si jamais vous faites référence à des hypothèses d'un auteur, vous ne dites pas « nous faisons l'hypothèse que », non, vous dites « selon les auteurs »,
on peut faire l'hypothèse que, ou alors les hypothèses de tels auteurs sont, etc. etc. Ok. Donc bref, donc ça c'est l'amorce, vous faites un petit paragraphe, là, voilà, vous introduisez votre sujet. Voilà, si vous essayez de prendre quelque chose de plus ou moins d'actualité, c'est pas obligé d'être le Covid, c'est pas obligé d'être la crise financière de 2007-2008, ça peut être vraiment plein de choses. Faut que ce soit pertinent pour introduire votre sujet. Ok. Ensuite, dans un deuxième paragraphe, vous allez problématiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'à partir de l'amorce que vous aurez choisie, il faut amener progressivement. En fait, l'amorce, ça contextualise le sujet. En l'occurrence, ici, ça va être la réglementation prudentielle bancaire. La problématisation, c'est comment on en vient à se poser la question de savoir euh, comment on arrive à se poser la question ouais, de savoir quelle est l'efficacité de telle ou telle règle dans la détermination du défaut des banques. Ok. Donc vous amenez ce cheminement de pensée. Éventuellement, vous vous rappelez comment enfin, vous allez parler de l'approche que vous avez retenue pour évaluer cette problématique. Comment ensuite vous allez détailler un peu le contexte dans lequel s'introduit votre article. Alors là, c'est une introduction dans cet article-là qui est particulièrement longue. En fait, là, tout ce qu'il y a ici, si jamais vous voulez lire cet article, tout ce qu'il y a ici, c'est plutôt des choses qui doivent apparaître dans votre revue de littérature. L'essentiel dans votre introduction, c'est d'avoir une amorce, une remise en contexte de la problématisation. Qu'est-ce qui vous amène à vous poser la question que vous posez dans l'article? Ensuite, vous pouvez faire une présentation de vos principaux résultats dans l'article. Ça, c'est quelque chose qui est au même titre que l'abstract, en fait, hein. L'idée ici, ça va être de positionner le lecteur. C'est-à-dire, là, c'est quasiment purement rhétorique, hein. Là, c'est un exercice d'écriture, vraiment. C'est comment vous allez positionner le lecteur dans de bonnes positions pour qu'il comprenne ce que vous faites et que ça semble logique. Il faut que les choses s'articulent bien entre elles pour que vous alliez de la problématique en introduction à la conclusion à la fin. Ok. En passant justement par tout le déroulé économétrique. Donc, dans le cadre de cette mise dans de bonnes positions du lecteur, c'est toujours bien de faire un paragraphe où vous exposez vos principaux résultats. Éventuellement, rapidement, vous dites à partir de telle méthodologie, sur des données, on obtient tel résultat. Ok. Ensuite, on fait un. Bon, ça, c'est pas obligatoire dans votre cas, hein. Ça, c'est une remise en contexte des apports de l'étude dans la littérature économique sur ce sujet-là. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est toujours bien, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, vous faites un plan de votre article. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir une page entière avec le plan de tout votre article. Ça, après, chacun fait un peu comme il a envie. Voilà, donc je répète, ce qui est important, amorce, problématisation. Vous pouvez même, je vous incite à le faire, hein, je ne crois pas qu'on l'ait fait dans cet article, mais je vous incite à le faire, de poser noir sur blanc la question que vous posez et à laquelle vous allez répondre dans le projet. Présentation des principaux résultats, éventuellement remise en contexte dans la littérature existante, plan de l'article. Deuxième partie, donc vous faites une revue de littérature. Donc là, si jamais vous le lisez, vous remarquerez que c'est une revue de littérature qui est principalement méthodologique parce que le sujet qu'on a choisi pose des problématiques principalement méthodologiques. Ici, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez un peu le tour de votre sujet. Si vous faites quelque chose sur la loi de Kuhn, vous devrez faire une revue de littérature sur les études qui ont été menées sur la loi de Kuhn. Si vous faites la loi de Kuhn sur un pays en développement, il faudra qu'apparaissent dans la revue de littérature différentes études qui ont été menées sur la loi de Kuhn dans les pays en développement. Okay. Comment ça marche? On expose, on synthétise des arguments qu'on a identifiés parce qu'on a lu justement plusieurs documentations. On synthétise toutes ces idées-là et on va citer à chaque fois les auteurs auxquels on fait référence. Comme je vous le disais, bien souvent, vous allez avoir des littératures, des littératures qui sont duales, qui sont en opposition, c'est-à-dire qu'il va y avoir des courants de pensée. Vous pouvez faire un paragraphe, la littérature identifie une relation positive entre X et Y, parce qu'il existe tel mécanisme, etc. Là, vous mettez les auteurs.
À chaque fois que vous faites un argument économique, il y a un auteur qui doit suivre. Deuxième paragraphe. Par contre, on trouve aussi dans la littérature des auteurs qui obtiennent une relation positive ou négative entre X et Y parce que tel ou tel mécanisme. Et là, pareil, à chaque fois, vous citez les auteurs auxquels vous faites référence. Encore une fois, quand vous faites votre revue de littérature, ce ne sont pas vos arguments, ce sont ceux des auteurs que vous citez. Donc, selon machin, la relation entre X et Y est négative parce que tac tac tac. Ok. Voilà pour la revue de littérature. Donc, c'est un exercice d'écriture qui est pas évident, qui est même assez compliqué. Euh, donc, n'hésitez pas à passer un peu de temps dessus quand même, hein. Ok, donc ensuite vous avez une partie méthodologie. Euh, je sais plus comment je vous avais dit de faire ça. Revue littérature, données, méthodologie. Vous pouvez mettre les données aussi du coup dans cette partie-là, hein. Méthodologie, donc ce que je vous disais, c'est que on va décrire la méthodologie que l'on utilise pour la modélisation économétrique. Pas besoin de s'étendre et de décrire toute la méthodologie. Par exemple, ici on fait voilà, une régression en forêt aléatoire. Vous doutez bien que dans le bouquin qui décrit la théorie des forêts aléatoires, il y a plus qu'une équation, c'est bien plus complexe. L'idée ici, ça va être de présenter l'idée du modèle que vous utilisez, comment ça fonctionne dans l'idée. Ok. Pas besoin de mettre plein d'équations, ça sert à rien. En plus, souvent, si vous faites une partie méthodologique trop longue, vous risquez de perdre l'auteur, ok, le lecteur. Dans la partie méthodologie également, c'est toujours bien de citer un auteur qui a utilisé votre méthodologie pour une problématique qui est proche de la vôtre, ou de citer carrément l'article de référence, l'article séminal, on appelle ça, sur la méthodologie que vous utilisez. Ok, donc là, cette partie méthodologique est très longue. Pourquoi? Bah parce que donc il y a ça qui est une technique, pour la petite histoire et pour ceux qui s'y intéressent. Ça, c'est une technique qui permet de gérer le problème d'asymétrie dans l'échantillon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup moins de défauts que de non-défauts. Et ensuite, logistic regression, random forest et réseau de neurones aléatoires. Donc ça, c'est parce qu'on utilise plusieurs modèles. Donc à chaque fois, on est obligé de les décrire. A priori, vous n'allez utiliser qu'un seul ou deux modèles. Donc, pas besoin de faire plus d'une page sur la méthodologie. Ok. Vient ensuite les statistiques descriptives et les données. Après, ça vous arrangez ça dans un ordre qui arrange votre propos et puis l'articulation de votre article, hein. Cette partie-là, donc pour la description des données, c'est assez simple, hein. Vous avez juste à décrire dans quel le contexte géographique et temporel de vos données. Ici, on se place dans le cadre de données sur les banques américaines et européennes. Ce sont des données de type comptable, de type bilanciel, okay, et sur la période 2000-2018, en annuel. Il y a également la source, d'accord. Ensuite, ici, il y a un tableau de statistiques descriptives. On montre en fait l'évolution du nombre de défauts par année. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement propre à cette étude. Donc à vous à chaque fois de mettre les informations qui sont utiles à la problématique que vous avez posée. Ok, donc faites pas un copier-coller de ce qui est fait ici, ni dans un autre article d'ailleurs. À chaque fois, c'est propre à chaque article. Ok. Et ensuite, on en arrive à la partie statistiques descriptives. Encore une fois ici, ne vous amusez pas à mettre des graphiques parce que vous avez appris à faire des beaux graphiques ou des beaux nuages de points ou des histogrammes ou des trucs si ça n'a pas d'intérêt si ça n'a pas d'intérêt dans votre argumentation. Il faut que les statistiques descriptives que vous faites servent votre propos. Ok. Donc là, ici, ce qui se passe en l'occurrence, c'est que on veut regarder si le ratio de fonds propres sur les actifs des banques ont un impact sur la probabilité de défaut. Bah, du coup, ce qu'on regarde ici, c'est la distribution. Là, par exemple, c'est la distribution de la variable des fonds propres sur les actifs, en rouge pour les banques qui ont fait défaut et en bleu pour les banques qui n'ont pas fait défaut. Et ce qu'on voit, bah, c'est que, a priori, plus les banques ont beaucoup de fonds propres, sont bien capitalisées, moins elles font défaut. D'accord. Ça, c'est pour les États-Unis, ça, c'est pour l'Europe. Et ici, c'est après avoir rééchantillonné, c'est-à-dire après avoir pris en compte l'asymétrie
dans l'échantillon. Donc ça, c'était juste pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on a fait. Petite chose là, vous évitez de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire vous évitez de faire des graphiques qui sont absolument illisibles. Ici, je suis obligé de zoomer pour voir ce qu'il y a en abscisse ordonnée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Là, on a la même statistique descriptive pour une autre variable d'intérêt dans l'article. Ici, on a une évolution des variables, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui vient servir notre propos, dans le sens où là, ce qu'on veut regarder dans cette statistique descriptive, dans ces graphiques-là, c'est la dynamique des variables qui nous intéressent. Donc là, c'est l'évolution du ratio de fonds propres pour les banques américaines, et ce qu'on peut constater par exemple, c'est qu'il y a un drop dans cette variable-là, dans les 1 à 3 années qui précèdent le défaut de la banque. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, il va falloir qu'on prenne en compte dans notre modèle, dans notre modélisation, une dynamique temporelle. Ok. Donc voilà. Euh, on a regardé les corrélations également entre les variables. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Très souvent, c'est une statistique descriptive qu'on aime bien mettre. C'est toujours intéressant de voir la corrélation qui est entre les variables. Les plus vifs auront compris que euh, voilà, se seront souvenus qu'on le fait souvent parce qu'on aime bien voir s'il y a de la multicollinéarité potentielle entre nos variables. Ici, on a choisi de faire des heatmaps pardon, euh, parce qu'on a beaucoup de variables. Si vous êtes sur 5-6 variables, faites pas une heatmap, ça sert à rien, ça fera un peu flambeur. Faites un tableau de corrélation avec le chiffre, quoi, enfin, le taux de corrélation entre vos variables 2 à 2. Euh, une, une heatmap est plus lisible si vous avez beaucoup de variables. C'est pour ça qu'on a fait ça ici. Encore une fois, refaites pas ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait besoin de zoomer à mort pour voir 400% pour voir le nom des variables. Ok, donc bref, donc ça c'était les statistiques descriptives. On en arrive ensuite aux résultats. Donc après toutes ces statistiques descriptives, après cette étude des données qu'on a, après la revue de littérature, une fois qu'on a bien posé les bases de notre étude, on en a déduit un modèle qui était adapté à l'étude de notre problématique sur nos données, et donc on va pouvoir mener nos estimations, présenter les résultats. Ok. Donc comme je vous le disais, nous ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité de la réglementation. Pour ça, on regarde si le ratio de fonds propres a un impact négatif et significatif sur la, la probabilité de défaut. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de regarder si le modèle est performant. Donc c'est en gros, on a mené plusieurs estimations avec plusieurs modèles d'estimation. On va regarder si ces modèles sont aptes à, trouver le défaut quand une banque fait défaut. Et donc c'est ce qu'il y a ici. Donc là, c'est un résumé en gros des R carrés en échantillon et hors échantillon des 3 modèles qu'on a menés. Ok, donc après, voilà, ça c'est des trucs un peu techniques propres à la classification. Mais là, ce qu'il faut voir ici, c'est les chiffres en rouge. C'est la capacité du modèle à ne pas se tromper quand il voit une banque qui a fait défaut. Il va dans 85% des cas dans le modèle de Git l'identifier comme une banque qui va faire défaut. Ok, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le modèle est plutôt performant. Ok, et on en a fait plusieurs. Là, a priori, le réseau de neurones est le modèle qui est le plus performant pour trouver les banques qui ont fait défaut. Ok, donc ça valide, ça vient valider le choix de notre modélisation. Ça vient dire, ok, là on a des modèles qui sont capables d'identifier les défauts, donc ça justifie l'utilisation de ces modèles-là pour notre problématique. De manière sous-jacente, ce que ça dit, c'est que comme ces modèles sont performants, bah, ce qui va suivre est interprétable. Là, on regarde la significativité des variables. C'est des trucs, c'est propre au machine learning, hein, mais ça équivaut à la significativité des variables. En gros, en rouge, ici, on retrouve la variable d'intérêt qui est la variable de fonds propres sur le total des actifs. Donc, ça veut dire que par rapport aux autres variables, les fonds propres sur les actifs euh, apparaît comme une variable qui est assez déterminante du défaut. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette variable est significative. Si elle s'était retrouvée en bas, là, ça aurait voulu dire que cette variable n'est pas significative, quand bien même notre résultat, nos modèles sont performants. Ok. Et enfin, on va regarder l'impact
des variables sur la probabilité de défaut. Et donc ici, on a les résultats du modèle logistique. Ok, donc là, on a un impact significatif négatif de notre variable sur la probabilité de défaut. Et donc pour les modèles de forêt aléatoire et réseau de neurones, donc c'est non paramétrique. On n'a pas des paramètres estimés, mais disons qu'on a des impacts qui sont négatifs également. Ok, donc là, ça veut dire que en fait, le truc va être efficace. Donc après, on a la même chose pour l'Europe. On a une partie de robustesse, comme je vous le disais. Donc, robustesse, ici, ce qui était intéressant de voir, et ça fait référence au graphique qu'il y avait en statistique descriptive ici. Ici, ce qu'on a dit, c'est que potentiellement, il y avait une dynamique temporelle dans les déterminations du défaut. Bon, bah, en robustesse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des modèles où on prend en compte la dynamique temporelle dans la détermination du défaut. Après, on a fait d'autres choses. Et on peut finalement conclure sur l'étude. Dans un premier temps, comme je vous le disais, on rappelle la problématique du papier, enfin, de votre projet, de votre mémoire, de votre note. Vous rappelez la problématique. Okay. C'est des choses d'écriture, des réflexes à avoir, même pour des notes que vous ferez en entreprise, si vous allez en entreprise, ou des choses comme ça. Là, vous exposez le truc, il y a l'argumentation, éventuellement il y a une partie technique de modélisation ou autre. Quand vous arrivez en conclusion, ok, je rappelle qu'on se pose cette question, on a utilisé telle donnée, telle méthodologie, telle argumentation, etc. pour répondre à la question. Avec tout ça, on obtient des résultats. Donc là, on rappelle les principaux résultats qu'on a obtenus, de façon résumée, hein, le but c'est d'aller droit au but ici. Et à partir de ces résultats, on va pouvoir en déduire que, et donc là vous faites vos recommandations de politique publique, etc. Vous allez pouvoir conclure, répondre à la question que vous serez posée. Ok, et après vous pouvez finir en ouvrant un peu votre sujet. Voilà. Bon, on va parler du Covid-19, c'est à la mode, ça fait bien. Voilà. Ok, et ensuite, donc vous avez la bibliographie, donc là c'est ce que je vous disais, vous avez le nom, le titre de l'article, la revue dans laquelle ça a été publié, et l'année qui traîne quelque part. Pas l'année. Ah si, voilà, septembre 1968. Ok. Le reste, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est les éléments qui doivent composer une citation en bibliographie. Ok, donc votre bibliographie sera pas aussi longue. Encore une fois, je préfère peu d'articles, mais que vous avez bien lu, potassé, etc., que plein de références qui servent à rien. Par ailleurs, toutes les références qui sont mises en bibliographie doivent apparaître dans le corps du texte. Okay, vous ne mettez pas un auteur dans la bibliographie si vous ne l'avez pas cité dans le texte. Et après, bah voilà, les annexes, après, ça c'est très spécifique à notre article, hein, mais là, il y a un petit modèle théorique. Ici, il y a à chaque fois mais ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de variables dans les modèles qu'on utilise. Donc, on a mis pour chacune des variables une définition et la source. Ok. Et après, bon, il y a des détails sur les méthodologies, mais ça, c'est pas forcément à faire. Si jamais vous avez fait des modèles de robustesse ou autre, euh, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met les résultats en annexe pour éviter de trop surcharger le corps du texte, etc., etc. Donc j'ai bientôt fini. Juste quelques petits commentaires. Vous aurez remarqué, notamment quand je présente les résultats du modèle Logit. Voilà. Euh, Quand j'ai mené mon estimation sous Python, les résultats que j'ai obtenus ne ressemblent pas du tout à ça. Et ça, c'est le dernier point qui est un peu important. Quand j'ai mené mon logit, mes résultats, ils ressemblent à ça. Ok. Donc c'est les mêmes codes que ce qu'on fait pour les MCO, hein. C'est pas plus compliqué, quoi, hein. C'est aussi simple. Je fais res.summary à la fin et j'obtiens un beau tableau, voilà, qui me donne plein d'informations. Je n'ai pas récupéré toutes les informations. J'ai pas non plus d'ailleurs fait d'impression écran de ce truc-là pour le copier-coller dans l'article. Non, j'ai récupéré les informations qui me semblaient être importantes. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on attend de vous. Quand vous présentez des résultats, vous faites un tableau avec vos résultats, les principaux résultats. Ne mettez pas toute l'information dedans, ça ne sert à rien. Mettez
ce qui vous semble être le plus important. Et surtout ce que vous allez interpréter par la suite. Ok, voilà. Alors après, à quoi ça ressemble un fichier de code? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout qu'ils sont un peu longs, mais là, euh, c'est ce que j'entendais par le fait que ce soit structuré. Là, vous voyez, j'ouvre mon fichier de code, ça je l'ai fait il y a je sais pas combien de temps, le 26 juin. Donc aujourd'hui, si je le rouvre, si j'ai pas des commentaires, si je lis mon code comme ça, je serais incapable, surtout sur quelque chose d'aussi long, de retrouver à quoi correspond quoi. Donc, il est très important que vous, premièrement, structuriez votre fichier de code. Deuxièmement, que vous le commentiez, d'accord, à l'intérieur des cellules ou en faisant des cellules Markdown. Je vous conseille de faire les deux. Ok, donc là, j'ai le contenu de mon fichier de code. Ici, j'ai les librairies. Ça, on aura l'occasion de revoir un peu la structure d'un fichier de code en faisant des applications. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a toutes les librairies au début du fichier. Voilà, ensuite, là, j'ai une partie où je code des fonctions. Là, c'est du traitement de données. Ici, j'estime mon modèle. Là, je récupère la qualité de mon modèle. Donc là, vous voyez ce 93 et ce 96. C'est ce qu'on va retrouver ici. C'est voilà. Donc j'ai réuni l'information des différents modèles que j'avais fait. Je ne me suis pas contenté de balancer des infos comme ça à droite à gauche ou de faire des copier-coller, etc., etc. Idem quand vous faites des statistiques descriptives ou des choses, pensez voilà, à enregistrer votre statistique descriptive. Ça a été enregistré en tant qu'image sur mon ordinateur. Et ensuite, quand j'ai voulu faire mon article, j'avais plus qu'à récupérer l'image et la mettre dans l'article. Ok. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'informations pour une première séance. Bon, cela dit, c'était pas du cours, donc vous aviez juste à regarder et comprendre ce qu'on a fait ici. Encore une fois, je vous conseille de prendre le temps de bien faire ce projet parce que je vous disais dans la vidéo précédente, quoi, il y a moyen que vous preniez vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet. Par ailleurs, mettez-y vous le plus tôt possible pour pouvoir travailler régulièrement dessus sans que vous ayez un rush à la fin où il faut écrire l'article, enfin le projet ou faire les estimations au dernier moment, etc. Prenez le temps de bien faire les choses régulièrement. Encore une fois, posez-nous vos questions sur Discord, par mail, pendant les lives qui seront organisés chaque semaine. Euh, voilà. Et essayez de prendre du plaisir, hein. Plus vous épanouirez, plutôt plus vous prendrez du plaisir à faire ce que vous faites en cours, plus vous épanouirez et puis plus ce sera facile d'apprendre, quoi. Donc voilà, donc j'espère que c'était pas trop long. On se retrouve cette semaine, ce sera probablement mon collègue Charles Tuff qui fera la vidéo, donc pour votre deuxième séance où il vous présentera une petite étude menée de A à Z sur Python. Et je vous dis donc à très bientôt.